Au départ, il y a eu le désir de retravailler avec Chloé Marie, qui a créé la collection Poligny aux éditions Mémo. Je travaille depuis plusieurs années avec elle. C'est une éditrice qui a un regard très fin, ça a été une rencontre forte, nourrissante. Le travail artistique est basé sur une forme d'échange au long cours, des conversations variées, y compris au fil du chantier d'écriture. J'avais déjà écrit dans la collection Poligny, La marche du baoyer, et l'envie était très forte de recommencer, mais cette fois je voulais procéder de manière différente. Je trouve dommage que le travail de l'écrivain soit quasiment toujours en début de la chaîne d'un projet éditorial et que l'illustration n'intervienne qu'a posteriori, une fois le texte écrit. Pour avoir connu la joie d'écrire des textes à partir de musique, j'ai eu envie cette fois de retrouver cette forme de création en partage en m'inspirant d'abord d'un univers graphique d'une illustratrice avant d'écrire mon texte. Je trouve que c'est un vrai cadeau de pouvoir tresser un imaginaire à deux. La genèse d'une histoire, c'est un peu comme un mini Big Bang. Les idées s'agglomèrent comme des cailloux, elles se forment, il y a des successions d'accidents, d'inattendus. Et puis, il y a ce moment fascinant où les passerelles se mettent en place et où des connexions fertiles font naître une histoire viable. Au départ de la chose, il y a eu un article de Slade que j'ai lu sur le point Nemo, qui m'a profondément marqué. C'était un article qui parlait d'un endroit étrange dans le Pacifique où la NASA jette ses déchets spatiaux. Je venais d'écrire une histoire dans le désert, la marche du baoyer, et j'avais besoin de changer radicalement d'univers. J'avais l'idée d'une histoire avec des jaguars et des lamas sur la base de Kourou en Guyane. Et puis, Chloé Marie m'a parlé du travail de Jeanne Macaigne. Alors, je suis allée aussitôt me balader sur son site et ça a été un vrai coup de foudre avec ce monde poétique, foisonnant, énigmatique. Je trouve que c'est un univers graphique qui réussit le tour de force de parler de choses graves avec une grande douceur et qui laisse toujours une grande place à l'imaginaire du lecteur. Chloé m'a mis entre les mains L'hiver d'Isabelle, qui est un album de Jeanne, paru aux éditions Mémo. C'est donc à la Belle Ronde, un café cosy au fond d'une petite cour à l'abri des regards, que l'on s'est rencontrés pour la première fois. Après 2 ronds dans l'eau avec Chloé, Sigrid est arrivée à grandes enjambées et nous avons discuté à fond les manettes entre 2 tartes au citron. Sigrid parlait de scénographie, de théâtre, de décor. La chose commençait à apparaître. Ça a été une rencontre forte qui a permis d'écrire sur une lancée, sur une seule énergie. En janvier 2019, Jeanne a fait une exposition à Paris, au musée de Poche, à l'occasion de la sortie de son album Les Coiffeurs des Étoiles. Et à la fin de l'album, il était question de grands poulpes qui m'ont marqué, mais surtout, j'ai eu une vraie fascination pour l'image d'une comète qui tombait dans la mer, une rencontre entre la terre et le ciel. À partir de là, l'idée a pris forme. Il y avait cette image de comète de Jeanne et je me suis souvenue de l'article sur le point Nemo. J'ai eu envie d'écrire une histoire où se rencontraient le ciel et la mer à cet endroit étrange. J'ai inventé une faune et une flore toutes droit issues de l'univers graphique de Jeanne, ou presque, parce qu'en fait il s'agissait là d'une faune aquatique tchernobylisée, une cour des miracles mutantes. Et je voulais en fait mettre en scène une communauté avec des scènes collectives, pour avoir ce contraste d'un côté un groupe et de l'autre un intrus isolé, la chose humaine. Et j'avais ancré en moi des images fortes de 2 lieux inspirants. Je me souviens à Valencia de la visite du musée océanographique, je crois que c'était au printemps 2018, et un peu plus tard de la visite au Clos Lucé, la dernière demeure de Léonard de Vinci, avec ma fascination pour ces machines géantes, ces maquettes de machines géantes reconstituées dans le jardin en fait du Clos Lucé. Et en fait, les premières lignes de la chose ont eu lieu à un moment assez signifiant parce que je me souviens que j'ai entamé l'écriture du texte lors d'un voyage à Bilbao. Et à ce moment-là, j'étais au bord de l'océan. Et je me souviens que l'imaginaire s'est mis en place à la suite de la visite du musée Guggenheim,
où je suis tombée en arrêt devant l'œuvre monumentale d'une artiste portugaise, Joana Vasconcelos. Elle avait sculpté un poulpe géant qu'elle appelait l'égérie, un poulpe géant en laine crochetée qui remplissait tout l'atrium du musée sur plusieurs étages. C'était une vraie claque. Et bon, je pense qu'il est évident que c'est cette œuvre qui a inspiré la naissance du personnage du Grand Brahma. D'habitude, toutes les premières lignes de mes histoires je les débute à la main, mais cette fois-ci, curieusement, j'ai démarré directement sur la tablette. J'étais en voyage et donc j'ai démarré sur ma tablette. En même temps, je me dis que la tablette offre une sorte de fluidité d'écriture, comme les chorégraphies fluides des poulpes dans les abysses. C'est une autre façon d'écrire. Je n'aime pas les textes moralisateurs, je préfère l'angle de l'humour, ou une histoire où les animaux portent un regard décalé sur la société des hommes. Et à ça, je voulais ajouter un autre danger plus prosaïque pour les pieuvres, un gros prédateur qui rôderait, l'orque Krakenko, mais une orque fantasque, imprévisible, une orque dont la curiosité serait beaucoup plus forte que son appétit. D'ailleurs, Jeanne lui a donné une incarnation un peu décalée, avec une forme barbapapesque, mais tout le monde sait que les plus grands monstres ont un visage angélique. C'est aussi dans cet esprit de non-sens que j'ai créé le personnage du Grand Brahma, une sorte de golem aquatique très Lewis Carrollien entre Humpty Dumpty et la chenille qui fume sur son champignon. Là. Le Grand Brahma, c'est un sage un peu en marge. C'est lui qui permet le trait d'union entre les animaux de l'antre et la chose, puisqu'il est le seul à avoir connu le monde des hommes. J'ai fait lire les premières lignes du texte à Chloé Marie, et c'est elle qui s'est souvenue de notre conversation autour des machines de Léonard de Vinci au Clos Lucé. Et c'est elle qui m'a suggéré d'utiliser cette idée autour du Grand Brahma. C'est comme ça que sont nés le cimetière des choses brûlées et le bazar des Brahmachines. Un jour, peu de temps après le musée de poche, Sigrid Baffer est allée très vite, je crois que c'était un mois après, j'ai reçu un cadeau tombé du ciel, le texte entier de La chose du Méhé. Et je me rappelle qu'à la première lecture, j'ai lu très rapidement et j'ai plongé tout de suite avec les trois poulpes Mossa et Yevish. Et j'étais dans ce bleu infini, cette couleur de ce point de contact entre trois espaces, la terre, le ciel et la mer. Et sous les mots de Sigrid, j'entendais les respirations des animaux, j'entendais cette espèce de silence gonflé d'eau. Chaque pas, chaque oscillation revêtait un son, une couleur. Mais la couleur dominante, c'était bien sûr le bleu. Et pour moi, le bleu, c'est une affaire de souvenirs, ça parle de possible, d'espoir. Et dans le texte de Sigrid, il y a sans cesse ces allers-retours en fait entre la surface où flotte la chose et cet antre où des animaux ont constitué une véritable assemblée démocratique où tous décident. Et donc il y a des pages claires qui se dessinent de peau surface de l'eau et des pages sombres, des abysses. Quand je me plaçais du point de vue de la chose du côté du monde aérien, je sentais la lumière crue venir se réfracter sur la surface de l'eau comme un déni total de la réalité sous-marine. Et à chaque fois que je plongeais en compagnie des trois pieuvres, je me retrouvais dans l'inconscient du monde marin, son ventre sombre, à la fois exaltant et un petit peu effrayant à la fois. Elle garde toujours une immense tendresse pour ses animaux avec un brin d'humour. Et donc j'ai voulu garder cet esprit, non pas les dessiner avec des moignons ou avec un œil en moins, enfin comme elle le décrivait. J'ai voulu garder vraiment la tendresse et puis la poésie qu'elle apportait à son histoire. C'est pour ça que j'ai dessiné des petits poulpes avec des petites tentacules, qui ont des grosses têtes, comme si c'était les têtes pensantes des océans. Ils sont très vifs d'esprit, ce sont eux qui vont mobiliser l'assemblée.
Donc il fallait les monter sur des hélices pour pouvoir les propulser de la surface de l'eau où se pose la chose, et l'antre des abysses où les pensées vont se construire. Et même Krakenko, la terrifiante, a un air un peu débonnaire, elle est plutôt douce, et pour moi elle est toute cette masse d'incompréhension devant l'inexplicable humain. Avec la couleur, j'ai essayé de remettre en avant ces âmes lumineuses qui néanmoins réussissent à construire des pensées radieuses contre l'absurdité d'un monde qui part à la dérive au-dessus de leur tête. Quand j'ai commencé les croquis, je venais de m'installer à Marseille et je cherchais un appartement et j'alternais toujours entre des appartements assez sombres et une lumière très crue de la Méditerranée à laquelle j'étais pas habituée. Et donc j'étais physiquement imprégnée par ces contrastes et restée à les mettre en place. Pour l'antre, j'avais songé à une entrée de music hall, genre boîte de nuit avec des myriades de lumières pour accueillir les visiteurs, vers un paysage sombre et mystérieux. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans les textes de Sigrid, c'est qu'elle installe plusieurs circulations. C'est-à-dire qu'il y a une porte s'ouvre, puis une autre encore. Pour la couverture de La chose du Méhé, j'ai pensé dessiner l'œil du grand Brahma qu'on retrouve un peu plus loin dans l'histoire, comme si c'était l'ouverture vers le monde de Sigrid et vers le ventre exaltant et effrayant de ce monde marin. Et vraiment mettre en scène la peau surface du monde avec des sortes d'écailles, les trois pieuvres qui sont posées sur la tentacule prêtes à bondir dans l'histoire, et nous en tant que spectateurs qui regardons dans la salle. Et je crois que notre travail est allé si vite parce que l'idée de créer ensemble joyeusement sur un même projet, dans une espèce de forme de résistance, est une aventure incroyable. Quand l'amitié nous permet de créer, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qui puisse exister.